Monsieur Fraisse de Londres. Je vais en profiter pour poser une question au précédent orateur. Parce que quand on réopère des malades qui ont des insertions de prothèses, souvent on est frappé, on prend une pince pour attraper la valve, on tire et tout vient. C'est des insertions qui se font de proche en proche. Et donc on est parfois intrigué par la technique de fermeture percutanée en se disant que ça doit majorer la fuite si c'est des insertions périphériques sur un anneau fragile. Ça c'est vrai, puisque le premier patient qu'on avait fait avec Alain il y a quelques années, c'était un patient en insuffisance cardiaque réfractaire, où sur une déchirure vraiment extensive périannulaire, on avait mis initialement 2 prothèses, et on avait l'impression que plus on mettait de prothèses, plus on déchirait à côté. Ce patient a fini avec 5 prothèses et une fuite résiduelle sans hémolyse, mais il est passé d'un état de dyspnée stade 4, patient hospitalisé, alité en orthopnée permanente, à un patient qui, malgré la persistance de pression post-capillaire élevée, a repris est retourné à domicile avec un muscle trop travaillé, avec un résultat constant. Le problème de la réussite de la procédure, c'est l'hémolyse qui peut engendrer une mini-iatrogénie majeure. Oui, je pense aussi que c'est aussi le problème des indications sur des fuites qui sont extrêmement extensives. Alors, bon, moi, peut-être qu'il va falloir faire un choix parce que du coup, j'ai un cas simple. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord pour les prothèses CIA. Moi, je les utilise beaucoup avec des bons résultats. Et même par rapport aux prothèses de CIV, je trouve qu'elles sont plus souples. Et quand on parle du côté traumatique des prothèses, je pense que les CIV sont potentiellement plus traumatiques que les CIA. La différence, c'est qu'il ne faut pas surdimensionner vraiment ces prothèses de CIA et tenir compte finalement plus de la dimension des rebords, la dimension totale de la prothèse que la dimension du style central quand on va l'utiliser. Donc là, je vais passer très vite sur ce cas. Donc c'est un patient qui a, suite à un remplacement valvulaire, bon, je passe sur les histoires parce que j'ai compris qu'on est en retard. Donc, suite à son remplacement valvulaire, vous voyez, il y a une fuite qui est bien circonférentielle, là. Et donc, c'est justement ce type de fuite assez éloigné de l'anneau sur prothèse. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec vous sur les prothèses mécaniques. Je pense qu'effectivement, ces prothèses de CIA sont potentiellement, à cause de leur disque de 7 mm, trop pas adapté. Je les utilise personnellement jamais dans ces indications. Bon, je passe très rapidement, juste pour vous montrer que on a montré beaucoup de complications, mais on peut quand même avoir des cas. Là, c'était un post-opératoire précoce. Donc là, j'ai mis une prothèse de 10 mm. Vous voyez, c'est assez éloigné de la valve et on n'a plus du tout de fuite. Et donc, c'est un bon résultat. Le patient n'a pas hémolysé, n'a pas fait de complications. Donc ça arrive quand même, hein, heureusement. Mais je tiens aussi à dire, parce qu'il n'y a pas du tout de concurrence avec la chirurgie, moi je ne ferme des fuites paravalvulaires que quand le chirurgien ne veut absolument pas y retourner. Je crois qu'il faut vraiment être clair, ce n'est pas une alternative à la chirurgie, c'est une technique qu'on emploie quand la chirurgie est contre-indiquée, tout simplement. Enfin, je pense que, bon, en tout cas, ça a toujours été mon avis pour ce type de patient. Voilà. Alors, après, comme on disait tout à l'heure, si on définit l'expérience en particulier dans ce type de technique par une accumulation d'erreurs, hein, je pense que c'est bien approprié finalement. Et là, c'est un cas effectivement où j'ai eu un patient très jeune qui a été opéré 5 fois. Donc on a fait avec Hélène Houvet à Grenoble, on a fait 2 ou 3 cathétérismes et j'avais jamais franchi. Alors je franchis par voie aortique de ces patients qui ont, bien sûr, j'utilise toujours la voie antérograde en première intention, mais quand on n'arrive pas sur les fuites septales ou postérieures, c'est vrai que quand je viens proctorer dans des centres, des fois on n'a pas la possibilité d'organiser une ponction apicale, et je pense que la patiente que je vais vous présenter, le patient que je vais vous présenter aurait vraiment été une bonne indication pour une ponction apicale. Donc on a mis 6 prothèses. Bon, il y a des fuites un petit peu partout, hein. Je vous montre l'écho transthoracique. J'ai malheureusement pas d'image d'écho 3D. Il a fini donc avec, et surtout, comme je n'arrivais plus à franchir la fuite septale
par voie antérograde, je pense que j'ai fait l'erreur de traverser la valve mécanique aortique, ce qui ne pose absolument, enfin en général, aucun problème. J'en ai fait un très grand nombre sur des prothèses à double ailette, mais sur une prothèse avec un disque à bascule comme ça bloque l'ailette. Alors, on l'a vu, on le savait, mais bien qu'il soit bien anticoagulé, il nous a fait, donc après la dernière fermeture, un AVC. Alors bon, je passe sur les nombres de prothèses. Il y avait en plus une fuite postérieure résiduelle parce que du coup, quand il a fait sa complication neurologique, on était prêt à mettre une dernière prothèse qu'on n'a pas pu mettre. Et puis, ce patient a fait un AVC massif dont il est décédé. Donc, voilà, bien sûr, le message est toujours privilégié, je pense, la voie antérograde, comme on nous l'a montré précédemment. Moi, personnellement, sur les fuites postérieures, et ce qui est une prothèse mécanique ou pas, j'utilise volontiers à ce moment-là la voie rétrograde parce que en passant une sonde, un cathéter mammaire ou AR, on arrive assez facilement à traverser ces fuites, on se retrouve dans la veine pulmonaire supérieure et après c'est très facile de la snairer et à ce moment-là on peut faire un circuit. Alors j'ai essayé d'ailleurs pas plus tard qu'hier, j'ai fermé une fuite paravalvulaire à Montpellier, la technique effectivement de mettre un guide en antérograde, mais on se retrouve parfois avec des difficultés à avancer une prothèse quand la fuite est très postérieure, très près du septum. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'autre solution pour moi en tout cas que de faire un circuit, de prendre la prothèse, de mettre la prothèse. Alors, troisième cas, alors ça c'est assez original, c'est pour ça que je le montre, parce qu'il n'y en a plus beaucoup des patients comme ça avec une star mitrale et une star aortique. Vous savez que la star aortique, il faut toujours aussi discuter avec les chirurgiens, moi ce que je fais très très volontiers avant de décider une procédure, parce qu'ils connaissent beaucoup mieux les prothèses que nous. Et donc la star aortique, on ne peut pas la franchir parce qu'on risque de faire partie la bille, hein, ça je crois qu'on le sait tous, mais la star mitrale a 4 picots, donc la star mitrale ça pose absolument pas de problème, et cette patiente avait une fuite paravalvulaire très importante. Là aussi, donc il y a pas mal de place. On a mis avec, là aussi c'est à Grenoble, avec Hélène Bouvet, deux prothèses de CIA de 8 et 10 qui ont donné un bon résultat, hein, et malheureusement, donc, alors vous voyez la mesure de la fuite. Alors là aussi, c'est vrai que le plug 3 est tentant, hein, je pense ça aurait été une alternative, mais de toute manière, le problème n'a pas été, je dirais, la technique, le résultat. On a eu finalement, après une première prothèse, donc on a mis une deuxième prothèse qui a bien marché. Elle a été nickel, elle est partie en rééducation, elle s'est cassée la figure, col du fémur, complications de décubitus, décès 2 mois après. Donc c'est aussi pour insister sur le fait que parfois ces patients ils sont dans un tel état général qu'on peut avoir des comorbidités importantes. Sébastien pourrait vous raconter un autre exemple d'un patient qu'on avait fait à Toulouse il y a quelques années. Dernier cas, et j'en ai terminé parce qu'on n'a pas vu un cas tricuspide. Donc là c'était un patient pédiatrique, anomalie d'Epstein, bioprothèse sténosante et régurgitante, fuite paravalvulaire. Alors la fuite tricuspide, paravalvulaire tricuspide, elle est facile à fermer, elle est plus facile, il n'y a pas de transeptal à faire, c'est finalement assez simple. Le seul problème, c'est qu'il faut faire attention, et je crois que Lucille l'a bien rappelé tout à l'heure, hein, il y a le tissu de conduction qui n'est pas loin, et le chirurgien nous avait dit faites quand même attention au BAV. Donc là, c'est un patient qui avait à la fois une indication de valvulation tricuspide. Alors la valvulation tricuspide dans la bioprothèse, bon, elle est assez simple à faire. On est passé par voie jugulaire parce qu'il avait une interruption de la veine cave inférieure, mais on peut tout à fait passer, parce qu'elle est thrombosée plus exactement. Et là, vous voyez sur la géographie, on a une belle fuite paravalvulaire. Et donc, nous, notre chirurgien ne voulait pas qu'on la ferme. Bon, on a mis d'abord notre prothèse, puis on a vu ce que ça donnait. Donc, c'est une valve Mélodie en position... Voilà, je vous montrerai le contrôle angiographique. Et puis, vous voyez, sur le contrôle angiographique, on a toujours cette fuite. Alors, on ne peut pas laisser le patient comme ça. Et on a mis un vascular plug de 8 mm qui a bien marché. Donc, savoir quand même que le patient est resté en rythme jonctionnel pendant quelques jours. Après, il a repris son rythme sinusal normal et tout va bien. Voilà, je vous remercie. J'ai essayé d'aller vite, mais...